Ne frappez pas là où la tête est, frappez là où la tête sera. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu? Bien, très bien. Alors moi, je me suis réveillé à l'entre-round, entre le 1 et le 2. Je me suis dit, ouais, je vais d'abord kiffer le live, et après j'ai regardé le premier round. Donc, bon, on s'est viandé sur nos pronos. Sean O'Malley nous a bien surpris dans ce combat. Magnifique, magnifique victoire. Euh, Comment t'as réagi quand t'as vu ce KO? Parce que c'est un peu Euh, soudain. Bah moi j'ai réagi, j'étais content, hein. C'est ce que j'ai dit dans mes préférences. J'espérais vraiment voir ce type de combat. Euh, je pense que c'est franchement le premier round. Moi j'ai kiffé regarder le premier round. Je trouve que le premier round il était riche d'informations. La Mhm, toute première chose, c'est que je pense qu'on a sous-estimé Sean O'Malley. mhm. Notamment, il y en a beaucoup qui disaient il a affronté personne, il n'y a plus personne qui a l'UFC de ses adversaires. On avait eu exactement la même chose avec Islam Makhachev, Islam. on disait qu'il n'avait pas eu assez d'adversité. Par contre, j'étais vraiment déçu de la stratégie de Sterling, tu Mhm. vois. Donc on s'est viandé sur le prono parce qu'on s'attendait à avoir un Sterling beaucoup plus agressif sur le premier round. Et je sais pas ce il a pas du tout mis de pression, il a accepté la pression. Et il l'a fait au deuxième round, ça a commencé à payer, c'était intéressant. Ouais. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis super content parce que j'espérais absolument pas un KO, un lucky punch au premier round de Sean O'Malley parce que ça m'aurait embêté. On aurait été dans la Mhm. même situation de se dire un lucky punch ou des trucs comme ça. Donc toutes les informations du premier round, elles ont été très plaisantes pour moi. Et alors ce finish dans le deuxième, c'était magnifique, magnifique. Ah, J'ai surkiffé. il est très beau. Alors ici, j'ai une petite, je vais dire théorie sur pourquoi Aljamain n'a pas mis de pression, parce que j'ai l'impression qu'il commence avec cette intention. Et puis que très rapidement, il perd l'intention et c'est peut-être une question de distance, tu vois, quand ton objectif c'est de lutter, mais que tu as un adversaire comme Sean O'Malley qui se déplace très bien et qui arrive à imposer une distance karaté sur l'ensemble du round, t'as peur qu'en mettant la pression, il se passe ce qui s'est passé dans le deuxième round. Et j'ai l'impression que dans le deuxième round, c'est un peu de la précipitation aussi du côté de Sterling. Il surengage dans son déplacement, ce qui laisse une porte ouverte à ce contre. Alors tout le crédit revient évidemment à Sean O'Malley, mais le truc que moi j'avais pas anticipé, et pourtant c'est un truc auquel je pense assez souvent, c'est quand tu as un bon striker et que tu fais face à un très bon grappleur, Mhm. tu risques de devenir attentiste parce que tu as peur qu'en ouvrant ton jeu en pied-point, tu exposes tes hanches au grappleur. Mhm. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Quand tu as un très bon grappleur, mais que tu fais face à un sniper qui peut t'éteindre, tu es plus attentiste dans ta façon de casser la distance parce que tu as peur qu'en cassant la distance, mais justement, tu te fasses connecter si ton adversaire a un temps de réaction. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui s'est passé dans le premier round. C'est Sterling s'est dit, bah, si je continue à lui courir après, Mhm. je vais en fait me déplacer vers une de ses armes. Et je me demande si c'est pas ça qui s'est passé dans le combat où il s'est. Alors pour moi, j'ai pas la même lecture. Mhm, Ma lecture, c'est début du combat, Aljamain arrive, il lance un low kick qui touche mhm, et il se met à distance de points. Et j'ai l'impression qu'il part sur une stratégie que moi je n'espérais pas voir, c'était de kicker quelqu'un mhm. qui se déplace beaucoup, comme l'avait fait l'adversaire, comment il s'appelle Chito. Non, pas Chito, qui avait utilisé beaucoup les low kicks. C'était Euh, c'est pas Pedro sur Munoz quand même. Pedro Munoz, non, il avait pas utilisé beaucoup les low kicks. Euh, j'ai pas Enfin voilà, un très bon souvenir pour de ce moi, je combat. sais, Je l'avais. Ouais. ouais, ça faisait partie un peu des possibilités de stratégie de travailler sur les low kicks Ah si. avec Sean O'Malley. Et, et pour moi, c'était à la base une mauvaise idée. Et quand Mm. il arrive, il met pas directement une pression folle comme il l'avait fait face à, Sandhagen. à Sandhagen. Il arrive à distance de points, parce que c'est la distance de low kick, entre guillemets. Il Mhm, envoie son low kick et il en a envoyé pas mal, surtout sur les changements de garde. Euh, Moi, c'était vraiment pas la stratégie que j'espérais voir.
Moi, je pensais qu'il allait partir vraiment comme Sandhagen, mettre de la pression comme il a fait au second round, et je pense que son coin lui a demandé de faire ça. Et on le voit bien, il le met au sol parce que de la même manière que Sandhagen veut kicker en reculant, il lui donne une ouverture pour la mise au sol. Là, euh, Sean O'Malley qui veut kicker, tombe et il lui donne l'amener au sol, tu vois. Mhm. Et concernant la frappe, c'est toujours pareil. C'est une frappe qui est pour moi surengagée, mais avec une volonté de toucher et pas une volonté de couvrir un takedown, tu vois. Donc Ouais. quand il envoie son bras arrière, sa tête est toujours là en fait. C'est pas genre j'envoie et je descends je couvre Mhm. ma frappe pour descendre dans les jambes. Si tu couvres ta frappe pour descendre dans les jambes, euh, c'est vraiment difficile de sniper, tu vois. Mais là, je frappe, je rate ma cible, j'ai un petit temps d'arrêt, je fais mince, la cible est plus là, et Mhm. boum, je me fais connecter. Et ça, c'est un truc qu'on bosse. Quand vous voyez comment dire ça, à combien de millimètres il est du gant de Sterling avant de frapper. Moi, ce que j'explique en cours, sur tout ce qui est pull counter, vous devez sentir le cuir du gant. La frappe arrive, elle doit vous toucher, vous devez l'absorber. Et c'est comme si je dis, vous avez une petite main à votre joue et vous attrapez ce gant et vous le tirez. Et en fait, c'est là où on surengage. L'adversaire dit, mais je vais le toucher, je vais le toucher. La tête euh, aspire le gant. Et donc c'est pour Mhm. ça, je pense que c'était une frappe qui était là pour toucher, alors qu'elle aurait dû être là pour shooter, tout simplement. Ouais, c'est ça, pour cacher un shoot. Et comme tu le dis, si tu envoies ce direct pour shooter après, ta tête est beaucoup plus basse. Donc, quand bien même tu te fais sniper, tu perds vraiment en puissance si tu dois Ouais, viser i- en dessous de tes hanches avec un direct. C'est l'uppercut qui devient exactement. dangereux. Voilà, c'est l'uppercut qui serait dangereux. Et comme tu le dis, là, il y a une collision, boum, Ouais. entre la tête et le poing, alors que s'il y a un changement de niveau, souvent tu passes au-dessus, ou alors la collision est un peu moins forte. Au-delà de ça, donc moi personnellement, j'étais un peu étonné de ce début de stratégie pour Sterling. Par contre, pour moi, et tu le sais, hein, moi j'aime celui qui prépare le mieux son combat. Pour moi, c'est celui qui va gagner. Sean O'Malley, pour moi, était celui qui avait le mieux préparé son combat. On l'a vu Mhm. dans ses déplacements quand il était mis sous Ouais. pression. Ce qu'on appelle misdirection, c'est il part à gauche, puis il repart à droite très rapidement, comme le fait Steven Thompson. Ça, c'était magnifique. Il a mis en place ça. Et il le faisait pas, on l'avait pas vu sur les combats précédents, ce genre de vitesse, de changement de direction. Ça veut dire qu'il était bien préparé. Et sa défense sur la single leg, quand il sort sa jambe vers le haut, pour moi aussi, ça a été bien préparé. Euh, donc moi, personnellement, enfin, je suis super content. Je mets pas d'argent, moi, sur mes pronos, donc je m'en fous. Mais voilà, je suis vraiment content de la tournure du combat et c'était incroyable. Enfin, le chaos, c'est pas genre un chaos, c'est d'une Non, propreté des gens absolue, sont tu déjà vois. en train de le comparer au chaos de McGregor contre Aldo, évidemment, parce que la logique est la même. C'est un recul du buste et tu reviens avec ton bras arrière en garde ouverte face à quelqu'un qui envoie son bras arrière. Donc sur la logique, c'est la même chose. Je trouve que l'exécution est pas exactement identique dans la façon de déplacer. Chez O'Malley, je vais pas dire c'est plus impressionnant, mais McGregor, il recule et il avance dans son direct parce il a confiance de le placer et Mhm. de pouvoir enchaîner derrière. O'Malley, il recule, il place le direct et il était encore en train de reculer après. Donc, il voulait complètement sortir de l'action. Il y a une petite différence, c'est que son corps ne va pas vers l'avant et donc c'est impressionnant qu'il l'envoie au tapis avec juste en tendant son bras, même si évidemment il prend appui le temps de sa frappe pour reculer juste après. Donc, le Mhm. timing est incroyable et comme tu l'as dit, l'esquive, elle est millimétrée. Ça fait, j'aime bien l'exemple que tu as cité en disant c'est comme si tu avais une main à ta joue, tu dois agripper, continuer à tirer jusqu'au maximum de la Mhm, surextension mhm, de ton mhm. adversaire pour contrer. Ça fait plus penser à McGregor contre Eddie Alvarez quand tu regardes les ralentis. Ah ouais. Bah alors Ça touche son nez, quoi. Ça touche son ouais, nez et il revient derrière. et il absorbe la frappe comme Ouais. ça. Il faut vraiment être, bah pour moi le plus grand des spécialistes c'est Mohamed Ali. Hein, quand il absorbe les frappes sur ses pull counters, c'est vraiment le gant touche et donc on a l'impression qu'on est en train de le frapper et toute la force est aspirée par la tête et quand il revient, c'est là où la puissance est. Et pour Sean O'Malley, ce que j'appelle un shuffle, c'est un pas chassé en arrière, tu vois, et en Mhm. même temps que tu fais ton pas chassé, t'as ta rotation de buste qui vient frapper. Ouais. Ça génère énormément de frappes.
Et alors, bah, toujours pareil, hein, sur les KO, tu as pas besoin non plus d'une puissance pour aller vers l'avant. Il suffit que l'adversaire se plante, enfin se Mmh. trompe sur la frappe, pense que s'attend pas à se faire mettre KO et ça tombe. Bah là, je Et crois alors, qu'il s'attend pas à avoir le contre. Ça touche très précisément aussi. Donc c'est ça que je disais en début de podcast. C'est quelque chose sur lequel tu sais que j'insiste souvent. C'est mmh, euh, ah oui, viser là où la tête sera et pas viser là où la tête est. Et mmh. j'avais cette phrase en regardant le ralenti et c'est vraiment incroyable parce que au début de l'action, la tête de Sterling est pas du tout là où elle est au moment de l'impact. Et donc Ouais, tu vois que O'Malley a vraiment ses yeux bien ouverts. Il est concentré exactement sur là où il doit envoyer sa frappe en mais connaissant la vitesse à laquelle il va envoyer sa frappe, en lisant à quelle vitesse la tête de Sterling avance, euh, enfin, en calculant l'esquive, à quel moment il va pouvoir partir vers l'avant. Enfin, tout a alors été. Ouais. t'as quand même un petit temps, hein. C'est pas un contre où tu vas légèrement un peu à l'aveugle où la tête sera, tu vois. T'as quand même Mhm, sur l'esquive, dans ton retrait de bus, tu vois le point qui arrive et t'as la tête qui est là et t'as juste à viser. T'as pas besoin de, t'es pas dans, c'est pas dans l'urgence. C'est pas je recule, je frappe et j'imagine où mhm, sera la tête, tu vois. Et alors ce qui est dingue, c'est qu'on a bossé celle-là hier en MMA. Enfin, on a bossé un dérivé, tu vois. Donc garde fermée avec un changement un pas arrière pour être en garde ouverte et l'obtenir. mhm, Et pour les gauchers, enfin ceux qui voulaient travailler en garde ouverte, exactement la même chose. Parce que là, on était sur une garde mhm, ouverte, tu vois. Exactement le même. Et ce que je leur disais, parce que bah, aux élèves, je leur disais, on est en MMA, donc c'est pas, on va pas faire face à des boxeurs qui s'entraînent tout le temps, donc ils vont mhm. faire des erreurs. Et en MMA, il y en a beaucoup qui font l'erreur de surengager la frappe arrière, Ouais. parce qu'ils se disent au cas où ça échoue, je peux avoir le takedown derrière. Et donc en se déplaçant comme ça, c'est vraiment typique entre guillemets MMA, quoi, du Ouais, ouais. surengagement, tu vois. En boxe anglaise, tu le vois beaucoup moins, quoi. Bah, Autant de surengagement. ouais, c'est pour deux, enfin, c'est pour plusieurs raisons. Je pense que déjà en boxe anglaise, quand tu engages à une distance de boxe anglaise. En Exactement. MMA, très souvent, tu vas engager à une distance de kick ou une distance de Mhm. karaté même, ce qui te force à surengager si tu veux toucher. Enfin, si tu inities avec ton bras arrière et que tu comptes toucher, tu es quasi obligé de surengager, sauf si tu es un combattant à pression, que tu as mis la pression à ton adversaire et que tu t'es rapproché au boxing range et que tu attaques à partir de maintenant. C'est une des grandes notions qui changent entre l'un et l'autre. Par contre, ce recul du buste avec le bras arrière qui revient, c'est un classique en boxe anglaise aussi. C'est juste que Ah tu le oui. fais face à quelqu'un qui surengage pas et ton timing doit être d'autant plus spectaculaire pour que ça touche. Dernier Mhm. point, je pense, parce que tu disais O'Malley était bien préparé. Voilà, il a aussi utilisé les classiques dans ce genre de combat, hein, les armes qui viennent d'en bas. Il a Mhm. envoyé pas mal de front kick dans le premier round, tu vois, ce qui contrôle un peu l'axe du bas et qui dit, ok, mec, si tu plonges dans mes jambes, ben, il y a aussi des armes qui viennent de là. Ouais. Comme Et tu dis, ces déplacements. Ouais, j'ai eu vas-y. l'impression qu'il était touché, hein, d'ailleurs, hein, Sterling au premier round, hein. Qui s'est pris des pointes de front kick dans le ventre et on le voyait un peu plié comme ça, un peu Mhm. craintif, tu vois. Encore une fois, pour faire une comparaison avec McGregor, ça fait penser à McGregor contre Chad Mendes, ça. Ouais, Euh, tout à fait, tout à fait. Et, et ouais, enfin, j'ai vraiment, moi, j'ai bien aimé ces déplacements en fait, tant sur les changements de direction que simplement sur les changements de dynamique où il va passer Mhm. de gaucher à droitier, de droitier à gaucher. Tu sentais que c'était fluide, que ça ne demandait pas de temps de réflexion à Sean O'Malley, qu'il sait vraiment combattre dans les deux gardes, alors que du côté de Sterling, il avait peut-être des stratégies d'amener au sol différentes sur base de si c'était en garde ouverte ou garde fermée et qu'il y avait un genre de reset chez lui. Quand ça changeait de garde, il y avait un petit temps d'arrêt avant qu'il puisse reprendre ses déplacements. Donc, non, rien à dire. On a un nouveau champion qui, c'est assez impressionnant quand même son parcours parce qu'en fait il a un parcours contre des gars, bah, comme on dit, qui sont plus à l'UFC. Il prend quand Mhm. même, il faut pas oublier Thomas Almeida. Ok, il était sur le déclin, mais c'était un test tout de même. Mhm, mhm. Puis il prend Chito Vera, il perd. Ensuite, il reprend des personnes qui sont plus à l'UFC. Puis il combat contre Pedro Munoz. Il y a le high poke. Et donc, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, ouais, Pedro Munoz, c'est quand même 26 low kicks qui touchent sur la durée du combat, donc sur 9 minutes, je pense. Donc, bien vu pour la référence. Puis, il était quoi? Il était 15e, 14e au classement quand il Ouais, a ouais. pris Peter Yan. C'était important. Ouais, ouais. Il prend C'était Peter important Yan quand il y pense.
Mais Ouais, ouais, c'est la c'est et ça, j'y ai pensé en faisant la vidéo avec Herbie sur la plainte contre l'UFC. Je me demande si l'UFC a pas proposé O'Malley à Petr Yan en se disant ça va nous permettre de prolonger le contrat de Petr Yan de 6 mois parce qu'il va refuser et finalement il a accepté, tu vois. Parce que c'est typiquement les stratégies dont on parlait avec Alex sur comment l'UFC s'assure de pouvoir soit te renégocier avant la fin de ton contrat, soit de te prolonger. Ben c'est ça, c'est en t'offrant ah des combats qui ne bah sont pas du tout intéressants pour toi. ah bah pour Et Peter lui, il s'était dit qu'il allait le manger, tu vois. Pour moi, c'est ouais, peut-être belle l'inverse, erreur. tu vois. C'est peut-être le combat qu'ils ont proposé à Sean O'Malley parce qu'il demandait trop de thunes, tu vois. Ouais, Il dit non, non, je le bats, on va renégocier. Et c'est ce qu'il a fait, tu vois. Peut-être que là, l'UFC, elle s'est fait gauler et on est loin du l'UFC à, à voler Peter Yan, etc. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Peut-être ouais, qu'on ouais. était dans... Parce que Mais c'est intéressant par rapport à tout Sean ça. O'Malley, c'est le mec, c'est un gros négociateur, tu vois. Ouais, Lui, ouais, il est ouais. là En pour les... plus, il a pas de manager, il a dit, hein. Il a Ouais, pas de ouais, c'est ça. manager. Ouais, ouais, Mais ouais, non. Enfin, en tout cas, ce que je suis vraiment content et ce que j'espérais, et c'était vraiment d'avoir une victoire. Si on avait une victoire de Sean O'Malley, je voulais qu'elle soit légitime, tu vois. Hmm. Et là, je pense qu'on a vraiment eu, on l'avait déjà eu avec Petr Yan. Pour moi, il y avait Hmm. vraiment, voilà, il fallait mettre du crédit sur sa performance. Et là, Mhm. je crois que maintenant, c'est un peu sans appel, tu vois. C'est C'est un clair. peu Pour sans moi, c'est appel. sans appel. Ouais. Même si pour moi, Sterling a fait des erreurs au premier round, mais pour moi, ça reste sans appel, en tout Alors, la suite. On va se concentrer pour O'Malley, c'est ce qui nous intéressera le plus ici. Est-ce que, bon, il y a quoi comme option? Il y a trois options en fait. Il y a celle que lui demande, et puis cas. il y a celle que les fans vont demander. Donc celle que lui demande, c'est un rematch avec Chito Vera qui a gagné contre Pedro Munoz hier sur la Mhm. même carte. Donc ça, c'est ce que lui demande parce d'un point de vue business, je pense que c'est ce qui attire peut-être le plus de vues au vu de Mhm. l'historique qu'il y a entre eux deux. Et les deux autres options, forcément, c'est Dvalishvili qui est sur 8-9 victoires d'affilée, qui, sur le point de vue sportif, est peut-être le plus méritant, d'autant plus que ces deux dernières victoires, c'est José Aldo et Petr Yan. Et en Ou termes de bien, blessure, il est où, Dvalishvili? mais c'est ça la question. Je sais pas où Mhm. il en est en termes de blessure, mais je crois pas je crois pas que c'était une blessure qui allait le foutre de côté pendant un an. Donc voilà. Mhm. Et dernière option, c'est Sandhagen qui lui aussi blessé au coude, mais sur une série de 3 belles victoires. Ouais. Euh, Sandhagen, je pense que c'est mort pour 6 mois, hein. Il devait se faire ok, opérer du coude, hein, je crois, donc hein. on enlève cette option. Bien que le truc, c'est, on en parlait avec Jen, c'est quand tu deviens champion, il y a beaucoup de champions qui aiment bien rester un peu assis sur leur ceinture parce que ta vie de champion est complètement différente de ta vie de pas champion. Ouais, ouais, c'est Tu vrai. peux faire des podcasts ultra rémunérés. Enfin voilà, t'as beaucoup Mhm. d'opportunités de sponsoring qui changent ta vie. Et donc, le temps que tu restes champion, ben, tu as un salaire qui augmente. Enfin, Ouais, ouais, salaire, tout c'est à pas que tu fait. es payé par une entreprise, mais tu as des rentrées Ouais, bien financières qui sûr. sont. Voilà. Et donc, il y a pas mal de champions qui veulent rester assis dessus. Je suis pas certain que ce soit le cas de O'Malley. Je pense que O'Malley, il a fort confiance en lui, qu'il gagne beaucoup d'argent déjà par tout ce qu'il fait en dehors de la cage et que là, il pourrait vouloir attaquer le prochain combat assez rapidement. Et donc lui, en tout cas, il sort sans bobo. Donc voilà. Bah Est-ce que toi, écoute, tu es ouais. motivé par un rematch avec Vera? Oh, pas des masses, pas des masses. Clairement, je préfère un Dvalishvili, tu vois. Mhm. Au-delà du fait qu'il soit méritant, je pense que c'est un combat qui nous conforterait sur son statut, entre guillemets. Ouais. Je pense qu'il nous conforterait sur son statut. Je pense que Dvalishvili, c'est une belle version aussi de Sterling. On pourrait avoir un peu les mêmes dimensions. Et donc, ça Mhm. pourrait s'apparenter une sorte de rematch, tu vois, dans le Ouais. style contre style. Donc, ouais, ça me plairait bien. Et je pense pas que ce soit si dangereux enfin, je suis pas sûr que ce soit plus dangereux un Dvalishvili qu'un Marlon Vera, même s'ils sont moins classés. Vis-à-vis du style, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. D'un point de vue Vis-à-vis du style. style, je pense qu'il aurait vu le nombre de fois où Dvalishvili plonge, remonte, il a quand même pas mal d'ouverture. En Ouais. boxe anglaise, il pourrait bien se faire toucher de la même manière. Et un Marlon Vera me semble un peu plus prudent et un peu plus costaud. Mhm.
Et d'ailleurs, Et ouais. j'étais assez étonné de la dimension physique des deux combattants hein, sur cette nuit. Ah ouais? Ben, je m'attendais à Dans ce quel sens? que J'ai pas fait attention à ça. Sterling soit physiquement plus imposant, tu vois. Mmh. Et Mmh. en fait, c'est toujours pareil, hein, dans la cage, t'as une sorte d'aura, des fois, une manière de prendre l'espace et tout, qui fait que l'autre peut paraître plus imposant et tout. Ouais. Des angles de caméra aussi. Mais là, comme ça, j'avais vraiment l'impression que euh, Sean O'Malley, bon, il était plus grand, mais il imposait plus aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, enfin, il prend aussi en âge, hein. Je pense qu'il y a une maturité, musculaire qui est en train de se faire. Il est né en 94. Je sais pas quel âge ça Peut-être, lui fait. peut-être. Mais en tout cas, je m'attendais à avoir plus de différences physiques Ouais. entre les deux via Sean O'Malley. Ouais, moi, je serais plus sur un Dvalishvili, hein, clairement. Mmh. En tout cas, moi, les 2 m'intéressent sur papier, mais celui qui m'intéresserait le plus en tant que fan, c'est, Sandhagen. J'espère vraiment un jour, voir ce combat parce que là, il y aura plus de questionnements sur ce qui peut se passer. Voilà, sur Chito Vera, tu sais que, stratégiquement, Chito va venir pour lui briser la jambe avant. Et Dvalishvili, tu sais que peu importe qui il affronte, il vient pour se mettre en mode bulldozer. Après, c'est Hein. très intéressant, mais voilà, l'approche stratégique est la plus intéressante parmi les trois, c'est sur Sandhagen. Eh ben, écoute, on a fait le tour. Brian, merci pour ce petit récap du dimanche matin. Je te Ouais. souhaite un bon dimanche et on s'entend plus d'une fois cette semaine parce on voit la lumière au bout du tunnel, mais on a encore du parcours pour y arriver. Je crois que le 3 septembre, on va bien se reposer. Ça va. Ciao, bon dimanche à tous et à bientôt. Ciao, ciao.